Hey les amis, comment allez-vous? Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et surtout que vous avez eu une belle matinée. Bon, ben moi de mon côté, qu'est-ce que je dois vous dire? Bah, rien de spécial parce que bon, de toutes les façons, ma vie est la même tous les jours, hein. Je me réveille, quand j'ai à écrire, j'écris, quand je dois faire d'autres choses, je fais d'autres choses. Et donc, je dois faire la couture aujourd'hui. Donc, ce vêtement fait partie d'une de mes belles créations en couture, là, comme ça. Et bon, j'ai beaucoup pris du poids, c'est pour ça que ça devient petit. Avant, c'était plus mesuré. Mais bon, comme j'ai pris du poids, je reste à la maison. C'est une catastrophe. Et je ne sors pas beaucoup, sauf quand je peux. Donc, je voulais commencer cette vidéo aujourd'hui en expliquant aux gens qui souvent regardent mes vidéos, et je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous me portez et surtout pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos, et j'espère que vous comprenez souvent les biens fondés de ces vidéos qui vous permettent de grandir et de vous élever, de ne pas rester dans la méconnaissance de la religion, surtout de Dieu, mais de connaître Dieu dans un aspect beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, en restant des personnes divinement libres. Quand je parle de la liberté, j'ai toujours à interpeller la véritable liberté comme la liberté divine, parce que finalement, quand on croit en Dieu, quand on vit dans le monde dans lequel il y a majoritairement des croyants, on n'a pas de contraintes. On n'a pas de contraintes de code, de couleurs, de numéros. Nous vivons tout simplement. Et c'est la vie que j'ai connue en grandissant. Alors, je vais vous dire pourquoi. Très souvent, j'ai des gens qui regardent mes vidéos. Bon, les jugements de valeur, on le sent à distance. Hein, on le sent à distance. Et très souvent, il y a des gens qui m'assimilent à des codes, à des couleurs, à des numéros. Alors, je vais leur dire une chose aujourd'hui. Et peut-être ça peut paraître très surprenant. Moi, je n'ai pas de code. Je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas de couleur. Les personnes qui me connaissent vraiment peuvent vous dire que c'est la vérité. Allez les interroger, ils vont vous dire, cette femme, elle ne connaît rien de tout ce qu'on raconte. Elle a appris sur la toile. Quand je dis ça, il y a de nombreuses personnes qui se disent « Ouais, mais comment est-ce possible? Elle a une couverture. » Premièrement, moi, je ne sais pas mentir. Je suis quelqu'un de très fidèle, c'est-à-dire que moi, j'ai une mentalité d'une fidélité juste incroyable. Je ne sais pas tromper les gens, je ne sais pas mentir aux autres. Il m'est arrivé de mentir dans ma vie, mais ça fait très longtemps, ça. Et quand j'y pense, parfois, j'ai honte. Donc, je mens pas. Et parce que je vois pas l'intérêt de mentir. Donc, si je tiens mon stylo comme ça, si je le tiens comme ça, vous pouvez me juger si vous en avez envie, mais sincèrement, ça ne change rien, parce que la vérité veut que moi, je ne sache rien de toutes vos histoires. Moi, je connais pas. À chaque fois que je vais découvrir, je vais vous dire une vérité. Est-ce que moi, j'ai déjà cherché à être curieuse? Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais, après plusieurs plans, plusieurs études que moi j'avais menées de façon un peu très isolée, j'avais choisi d'adhérer à un groupe, mais malheureusement, quand j'ai découvert toutes les pratiques qui entouraient ce groupe, moi j'ai vite fui. J'ai couru parce que je me suis simplement dit que il y avait des choses dans ma vie que je ne pouvais pas faire. Et même si j'entre dans un groupe, on ne sait jamais. Et j'espère que non. Et que je découvre que on m'a trompé et que je dois faire des choses qui ne sont pas bien, je vais ressortir. Et ces gens ne me feront rien du tout. Parce que si un jour des gens me disent, viens dans un groupe, je leur dirai, est-ce que je dois faire ci? Ils me diront non. Est-ce que je dois faire ça? Ils me diront non. Je dois leur dire tout ce que j'ai à faire tant que je respecte la loi de Dieu et que je ne bouge pas d'un cran. Alors, à partir de là, moi, j'ai dit oui. Tant que je respecte la loi de Dieu et que je ne participe pas au mal dans le monde, alors à partir de là, je dis oui. Et tant que je dois suivre mon Dieu et que je ne pourrai pas du tout participer au malheur d'une personne, alors moi je dirais que oui, je viens. Mais excepté ces critères-là, moi je ne peux pas entrer dans quelque chose, c'est pas possible.
Je ne suis pas capable d'empoisonner quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, de détruire quelqu'un par le commérage, de faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Moi, je connais pas tout ça. Je connais pas. Vous voyez, moi, je connais pas. Je connais pas. J'ai grandi sans connaître et je n'ai pas envie de connaître. Et voilà, moi, j'ai envie de tuer personne dans ma vie et j'ai envie de détruire personne dans ma vie. Moi, je considère les êtres humains sur la Terre comme étant mes compatriotes universels, dont je n'ai pas envie de détruire quelqu'un. Parce que je peux vous rassurer que quand vous êtes dans ma situation, à chaque fois que vous rencontrez une personne, vous trouvez cette personne comme étant une grâce. Alors, je vous explique pourquoi je suis coincée dans cette maison. Il faut vraiment que vous écoutiez, parce que ce n'est pas que je ne veux pas sortir. Tous les jours, je rêve de sortir pour aller travailler, même vendre mes œuvres. Décider même d'imprimer quelques-unes de mes œuvres et les commercialiser et faire du porte-à-porte. J'ai déjà fait du porte-à-porte en vendant mes livres au porte-à-porte. Mais pourquoi je ne le fais pas? Alors, je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que je suis contrainte de rester chez moi. Parce que quand je ne suis pas à la maison, en fait, il y a des gens qui entrent chez moi et qui empoisonnent mes aliments. Je pourrais vous publier une photo sur laquelle j'étais rentrée chez moi et j'avais mangé quelque chose ou bu quelque chose. J'avais le visage complètement gonflé et tuméfié. J'ai été empoisonnée plusieurs fois. J'ai rencontré de gros problèmes d'indigestion et tous les jours, je me bats pour aller mieux. Donc, croyez-moi que même les commerces qui sont à côté de ma maison, j'achète des produits souvent qui sont très douteux. Je bois de l'eau, c'est un peu comme si l'eau que j'achète contient de l'acide. Je digère peu, voilà, c'est parce que je suis, c'est parce que moi, mon regard est tourné vers Dieu que je réussis quand même encore à tenir. Sinon là, je vous rassure que j'aurais sombré. Et c'est ce qu'attendent beaucoup de personnes qui ne souhaitent que me voir sombrer. Mais je vais leur dire une chose, c'est que c'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas les êtres humains. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est comme ça et pas autrement. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je voulais vous parler ce matin du racisme. Alors, du racisme, en fait, c'est l'après-midi. Hein, c'est déjà l'après-midi. Donc, je voulais vous parler du racisme. Et je voulais vraiment insister sur ce point pour que nous puissions comprendre la généralité du racisme dans le monde. Je vais déjà vous interpeller à faire attention à l'esprit racial. Parce que les personnes qui ont pour don de détruire d'autres personnes, ce sont des personnes qui manipulent d'autres même à partir de n'importe quel moyen jusqu'à obtenir ce dont elles ont besoin. Donc, quand on regarde le racisme volontaire, qu'est-ce que c'est que le racisme volontaire? Moi, je vais qualifier le racisme volontaire de ce racisme-là qui a remplacé la colonisation, l'esclavage. C'est un sujet qui ne va pas plaire à des gens, mais j'en viens et je sais que ça ne va pas vous plaire, mais c'est la vérité. Malheureusement, on ne peut que dire la vérité pour changer positivement les choses. Je ne vous induirai pas en erreur. Tout ce que je voudrais, c'est de vous élever et de faire de vous des personnes qui se complaisent en elles et des personnes qui sont juste incroyables. Donc, ce qui se passe, c'est que le racisme volontaire, c'est quoi? C'est qu'au moment où l'esclavage physique s'est arrêté, en fait, il y a certaines personnes comme ça qui ont développé en leur esprit un racisme d'esclavagisme qui en fait a remplacé l'esclavage physique. C'est-à-dire que pour eux et pour tout le monde et pour la communauté internationale, l'esclavage est terminé. Mais pour ces gens-là, l'esclavage continue parce que dans leur tête, l'esclavage ne s'est pas achevé. L'esclavage ne s'est pas terminé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui,
connaissent tous les textes de loi, qui savent très bien que l'esclavage a été aboli, que la colonisation n'existe plus, que les États sont appelés à collaborer ensemble. Mais ces personnes ont un problème, c'est leur seul et unique problème, c'est que le racisme n'a pas disparu de leur langage. Et donc, dans la profondeur de leur pensée, en fait, ces personnes restent des racistes et insistent sur le racisme pour non pas seulement créer un esclavagisme physique, mais un esclavagisme moral qui détruit la plupart des personnes et notamment d'autres personnes en Occident. Et donc, c'est ce que je vais dire pour interpeller n'importe quelle personne à prendre en considération ce fait avant de se poser les bonnes questions et se demander pourquoi on est raciste. Pourquoi les personnes sont-elles racistes? Alors, au-delà de tout, moi, je m'en suis rendu compte personnellement et j'essaye de fuir ce genre de pratique. Il y a un groupe de personnes, et sincèrement, je n'arrive pas à les identifier, qui ont décidé, pardon, hein, je vais prendre mon écharpe parce qu'il fait pas chaud, qui ont décidé de mettre en place, de créer un racisme, qui ont décidé de créer un racisme moderne. Je vais appeler ça comme ça. Ils ont décidé de mettre en place un racisme moderne. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait ces gens? Ils ont pris la décision de détruire toutes les personnes qui essayaient de construire quelque chose de façon communautaire et surtout de façon universelle. Ces personnes ont fait le choix de sélectionner quelques personnes malheureuses qui malheureusement sont tombées dans leur piège pour créer un mythe racial, ségrégationniste, destructeur, afin d'asseoir leur notoriété, aussi bien en Occident qu'en Afrique, en Asie. Et je m'en vais vous dire ça parce que, excusez-moi, j'ai ma marmite qui, je vais voir ce qui se passe. J'avais un problème avec ma marmite. Donc ces personnes ont décidé comme ça de choisir quelques malheureuses personnes qui ont adhéré à leur logique, parce que ce sont des personnes qui cherchent comment détruire d'autres. Alors quand elles n'y parviennent pas, comment les détruire? En fait, elles sont capables de trouver toutes sortes de stratégies possibles et inimaginables pour parvenir à leur fin. Et c'est ainsi que ces personnes essayent d'exploiter les âmes sensibles, essayent de convoiter les âmes sensibles pour mettre en place un système racial afin de conquérir leur camp. En fait, le problème de ces gens, c'est qu'en réalité, ce sont des personnes très hypocrites. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un racisme, mais un racisme dont elles-mêmes ne supportent pas. Parce que je vous rassure, quand on essaye un tout petit peu d'identifier ce genre de personnes, on voit à quel point ces gens convoitent tous les espaces où elles doivent rester avec des personnes dont elles appellent au racisme. Alors, je m'explique. De plus en plus, il y a un concept de la haine que les gens ont appelé le concept de la haine en traitant d'autres personnes de mangeurs de porc. Mangeurs de porc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des païens, ils mangent du porc, c'est-à-dire que ce sont des personnes impures. Parce que la consommation du porc est interdite dans la Bible. Quand je parle du porc, je parle de l'animal. Et donc ces personnes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? À chaque fois, quand elles rencontrent des jeunes ou des personnes comme ça, qui sont des personnes extrêmement gentilles, en effet, ces personnes, elles inventent, c'est-à-dire qu'elles se créent cette idéologie pour créer une distanciation entre les personnes, en traitant certaines personnes de mangeurs de porc, pendant que d'autres les fuient
pendant que d'autres gobent, assimilent à leur concept, en fait, et s'éloignent donc des mangeurs de porc, en fait, ces personnes passent par des sous-barrières pour créer un bouclier autour de ces mangeurs de porc. Quand vous regardez les personnes que ces personnes considèrent de mangeurs de porc, en fait, ces mêmes personnes qui appellent ces autres des mangeurs de porc sont partout dans les milieux de mangeurs de porc. On les voit même se marier avec ces personnes. On les voit même avoir des enfants avec des femmes qui sont censées être des mangeuses de porc. Pardon, excusez-moi, quand une femme, prenons l'exemple d'une personne qui est religieuse et qui se dit, bah moi, je ne peux pas que telle personne est mangeur ou mangeuse de porc. Alors, expliquons les choses différemment. À supposer qu'on rencontre une femme qui est mangeuse de porc, le temps que cette femme se convertisse ou cet homme se convertisse, est-ce qu'au premier baiser, on lui dit va te convertir ou ceci, cela? Ben non, tu l'embrasses bien, le mangeur ou la mangeuse de porc, sans jamais te poser de questions, sans jamais te déranger. Or, s'il faut traiter d'autres de mangeurs de porc, en fait, ces mêmes personnes qui embrassent les mangeuses et des mangeurs de porc, en fait, vont se positionner en tant que des défendeurs de droits de l'autre, alors que ce sont des défendeurs des défenseurs, autant pour moi, des défenseurs de droits de l'autre, alors qu'ils ne défendent rien du tout, ils ne défendent que leurs intérêts. Comme pour dire, cet adage qui disait, je cite, diviser pour mieux régner. Fin de citation. En fait, ça, c'est le projet de ces gens. Et malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui sont tombées dans ce piège. D'ailleurs, moi-même, il fut un temps où j'étais tombée dans ces pièges. À chaque fois que je faisais des vidéos de sensibilisation, en fait, ces mêmes personnes prenaient le temps de regarder mes vidéos et de comprendre les points essentiels, les points sensibles de ma tolérance et m'envoyer des vidéos de haine sur mes réseaux sociaux, quand j'ouvrais ma page YouTube, quand j'étais sur ma page Facebook, quand j'étais sur une page, je sais pas, Instagram ou autre chose. En fait, ces personnes m'envoyaient des vidéos de la propagande, de la haine, de propagande raciale, de la haine. Surtout, on voit aujourd'hui, ils ont réussi à cultiver la haine dans le cœur de certaines personnes, qui sont des personnes d'origine diverse, qui, tantôt certains vont détester les noirs, et tantôt certains vont détester les blancs, et c'est comme ça que la division évolue. Alors, dans cette propagande, il y a quand même une part de vérité. Tout à l'heure, j'ai parlé du racisme volontaire qu'on trouve très souvent en Occident et dans certains pays. Si on trouve, moi je parle l'Occident parce que je le connais, donc je me permets. Ce racisme volontaire-là, c'est un racisme qui est voulu. Un racisme qui a peut-être pour but, pas peut-être, qui a pour but, en fait, de rabaisser l'un et d'élever l'autre. Mais c'est quand même un concept tellement idiot et tellement con, si bien que quand on réfléchit correctement dans un espace social, on entend que on divise la société, c'est-à-dire qu'on crée un Berlin-Est et un Berlin-Ouest. On se retrouve face à un sujet qui n'a pas de sens. Parce que quoi? Parce que dans la même société, on dit l'un a plus de chance que l'autre. C'est-à-dire que les inégalités de chance sont tellement courantes, si bien qu'on donne la chance à l'un, on refuse à l'autre. Seulement, le sort progresse au fur et à mesure que ce racisme volontaire existe. En fait, ça crée des victimes. Les personnes ne sont plus des coupables, les personnes deviennent des victimes parce que ces personnes ont été fabriquées à partir du racisme volontaire. Et ces mêmes personnes qui mettent en place le racisme volontaire s'arrangent pour lutter contre les fléaux qui gambardent la société. Or, comment tu peux mettre en place un système racial et t'attendre à autre chose pendant que le regard est tourné vers les élus de la chance? En fait, ceux qui ne sont pas les élus de la chance ont la main tendue des personnes qui leur tendent la main.
Et donc, ces personnes font quoi? Elles sont obligées de suivre. De suivre parce que leur chance vient de là. De suivre parce que c'est leur seule option pour pouvoir s'en sortir. Et pendant que le racisme volontaire est en train d'être fabriqué, il y a ceux qui se disent, on s'en fiche des gens, racistes ou pas racistes, noirs, blancs, peu importe, tant que les personnes sont abandonnées à elles-mêmes, nous partons à leur rescousse. Et c'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est celui-là. C'est que, au fur et à mesure, on voit ces groupes grandir, jusqu'à atteindre la sphère de la chance. Et à partir de ce moment-là, il y a un choc. Il y a un choc de logique. Le choc de logique devient palpable. Non seulement, il y a un choc de pouvoir. Ceux qui viennent de la comment je vais dire ça, les rescapés, en fait, qui se débrouillent comme elles peuvent. Certains vendent de la drogue, certains se prostituent, certains passent leur temps, je sais pas, à faire toutes sortes de magouilles pour pouvoir s'en sortir. Parce que justement, le racisme volontaire ne leur a pas laissé leur chance. Et ceux qui ont réussi font quoi? Parce qu'on leur a donné la chance. Celles-là, un jour se retrouvent face à la réalité qu'elles ont engendré ou qu'on a engendré face à elles. Et sincèrement, c'est gravissime et ce sont les sociétés que nous retrouvons aujourd'hui. Moi, quand je regarde un enfant qui vit dans une cité, devenir un voleur, devenir, je sais pas, un tueur en série ou quoi que ce soit, je suis outrée. Je suis outrée parce que je me dis, mais aucun parent ne met son enfant au monde dans l'attente de le voir devenir un voleur ou un tueur ou un méchant. Non, pas du tout. Chaque parent espère ce qui est mieux pour son enfant. Vous réalisez que nous vivons dans une société de propagande dans laquelle nous ne sommes pas protégés et où on est sujet à toutes sortes de pratiques. Les enfants qui vont à l'école et ils peuvent apprendre des religions dans des pays laïques dans lesquels on parle de laïcité. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas reprendre la même vidéo, mais il faut éviter de condamner les gens parce qu'à un moment donné, il faut parvenir à se poser des bonnes questions pour avoir les réponses, comme m'avait dit mon fils quand il était en maternelle. Donc, je veux dire que j'ai envie que les barrières de la haine se cassent, que les barrières du racisme se détruisent. Parce que finalement, l'un n'est pas mieux que l'autre. On voit de grandes inventions dans ce monde. Elles ont été tantôt apportées dans un camp, tantôt apportées dans l'autre. S'il y avait le camp du savant par excellence, sans compter les inventions qui ont été estirpées, volées, détournées, ainsi de suite, par des noms d'autres, en fait, on réalise que il n'y a pas de donneur de leçons. Nous sommes tous pareils. Nous sommes les êtres humains et nous devons avancer en étant des personnes affirmées et confirmées par l'identité qu'on se forge et par l'identité qu'on apporte à la société. Il faut arrêter de dire qu'on a une société rebelle. Parce qu'avant de parler d'une société rebelle, il faut arrêter de dire oui, nous avons construit des HLM, nous avons donné des aides familiales, nous avons fait ceci. Mais personne ne vous demande ça. Les gens veulent du travail. Ne donnez pas toutes ces aides, mais donnez du travail aux gens. Ne faites pas tout ça, ne construisez pas des HLM. Laissez les gens se loger dans des divers quartiers et que ces personnes aient la fierté d'elles-mêmes de pouvoir débourser leur propre salaire, de pouvoir débourser leur loyer de leur propre salaire. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de travailler et de se sentir libre. Et donc, comme moi je vous disais tout à l'heure, les personnes, les gens par exemple qui sont dans ma situation, en sortent aigris, s'obscurcissent dans la haine. Il m'arrive maintenant de regarder très souvent les vidéos des personnes de couleur. Parce que j'ai l'impression que ces personnes ne m'ont pas fait mal. Parce que quand j'ai un souvenir, je me souviens d'eux dans la joie, dans le rire, dans le bonheur qu'on m'a apporté en grandissant. Et en m'étant mariée à des personnes blanches, j'étais restée
j'étais restée dans ce concept. Quand je dis des personnes, j'ai eu un premier mari, j'ai divorcé au bout de 2 ans. Et donc, j'ai rencontré une personne. Je me suis remariée avec mon mari, en fait, mon ex, là, ou bientôt. Et donc, on est restés ensemble, je crois que c'est la 13e ou 14e année qu'on se connaît. Et donc, on a vécu ensemble en 7 ans. Et donc, pour dire que, vous voyez, lui, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Je n'ai pas su avec qui je vivais. Je n'ai pas su ce que je devais, à quoi je devais m'attendre. J'ai vécu naïvement, comme mes vidéos que je fais, comme ce que je porte, comme ma façon de me coiffer. Parce que j'ai passé ma vie à faire ça, à être quelqu'un de libre. Ben, je suis tellement libre que je n'ai jamais voulu m'enchaîner avec une question juridique. Ça fait 20 ans que je vis en France. J'ai tous mes points de permis. J'ai perdu 1 ou 2 points quand j'étais commerciale. Mais je les ai rattrapés. En fait, on me les a retournés. Au bout d'un certain temps, on les retourne. Et donc, moi, j'ai tous mes points de permis. Je suis une personne intègre. Je suis une personne sérieuse. Je suis une personne qui, je ne vais pas dire moralement juste, mais qui cherche à approcher la justesse de la morale chaque jour. Donc, quand je me retrouve face à des situations aujourd'hui aussi contradictoires et aussi dévastatrices, je me dis simplement que nous devons nous méfier de ces belles langues qui viennent nous apporter des solutions miracles, alors qu'en réalité, elles-mêmes ne peuvent pas trouver une sorte d'équilibre dans leur propre sphère. Donc, quand moi je parle de ça, je veux surtout, il y a quelques jours, je fais une vidéo. Et j'explique dans ma vidéo que, parce qu'il y a des gens qui ont dit, elle déteste la France, elle n'aime pas la France, ainsi de suite. Moi, j'ai sauvé le monde, moi. Par la grâce de Dieu, j'ai sauvé ce monde. Ce monde était en train d'être acheté. Ce monde était en train d'être détourné. Ce monde était en train d'être détruit, petit à petit. Et moi, par ma foi en Dieu, pour les gens qui disent on conteste Dieu, on est contre Dieu, on leur pose la question, vous étiez où pendant ce temps? Votre magie, votre tour de passe-passe était où pendant que vos espaces de vie étaient en train d'être achetés? Par ma foi, Dieu s'est mis à parler à travers moi. Il m'a dit le monde est en train d'être acheté. Il faut faire attention, très très attention. Et donc, nous savons, par la grâce de Dieu, lutter, parler, ne jamais nous arrêter, jusqu'à interpeller les gens pour que les gens sachent que ce qu'on disait était vrai. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de tous les écarts qui se passaient dans le secteur immobilier. Ça n'a pas suffi, on a écrit, encore écrit, encore écrit, encore écrit. Je suis aujourd'hui, imaginez l'ampleur avec laquelle je fais mes vidéos. Dites-vous quand même qu'au-delà des vidéos, j'ai des pages comme ça écrites de la main. Et non seulement ça, moi j'ai écrit presque 3500 pages de livres en format 3500, oui, en format A4 et sorti de ma tête et je n'ai pas fait, et parmi, sur toutes ces pages, ces 3500 pages, en fait, je n'ai pas fait de recherche majeure. Quelquefois, il m'est arrivé de chercher des similitudes, de chercher un texte de loi biblique sur la Bible. Mais excepté ça, je n'ai pas fait des recherches poussées. Tout ça m'est venu comme ça, comme une sorte d'émanation, une lumière en moi, comme ça qui me venait. Et j'écrivais. Donc, moi j'ai dénoncé tout ça. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté d'être cloisonné chez moi. Ça m'a coûté d'être cloisonné chez moi parce qu'il fallait que je dénonce un camp et qu'un autre camp, je ne dénonce pas. À partir de là, je devais trouver la liberté. Mais je ne veux pas m'enchaîner. Je ne veux pas me mettre dans une prison à cause de la volonté d'autres personnes. Moi, j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de pouvoir travailler. J'ai envie de pouvoir gérer ma vie toute seule. Et donc, quand on regarde notre monde, ce qu'il devient, comment il émerge aujourd'hui, nous rendons compte que la mixité du monde, en fait, a détruit les barrières sur la vision de la réalité humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qu'on connaît.
Bon, et que leur histoire a fait le tour du monde. Prenons l'histoire, en fait, de Harry, du prince Harry et Meghan. Et le duc et la duchesse de Success, j'espère qu'on les appelle encore comme ça. Prenons leur cas. Vous avez vu leurs enfants? Ils sont blancs. Leur mère est métisse et leur grand-mère, elle est noire. D'ici quelques générations, si leur fils épouse une blanche, il suffit qu'il se retrouve dans un milieu racial et qu'il oublie ses origines pour se prendre pour un blanc aux yeux comme il a des yeux. Et s'il devient raciste, d'autres blancs trouveront que c'est normal parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et Dieu m'a dit, tu vois, les gens qui me disent ouais, nous ne sommes pas des noirs, on ne peut pas faire de cadeaux à des noirs et tout. Ils disent, sur le sol, Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la terre, il existe plusieurs types de terre. D'ailleurs, je vais vous en apporter une. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Alors, si la terre marron ressemble aux personnes de couleur noire, bah, aux couleurs marron, je veux dire, ça se rapproche à nos couleurs, c'est qu'il y a une raison particulière. Dieu me disait, quand j'écrivais, il me disait, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Je suis capable de tout faire, de tout changer et de tout mettre en place. Mais il faut marcher sur ma route, il faut me suivre, il faut suivre mes pas. Et donc, ça, j'ai acheté dans un magasin afro, on appelle ça le calaba. Regardez. En fait, c'est une sorte de terre qui est parfois très prononcée jusqu'à être rosée comme des blancs, comme des personnes de couleur blanche. Et Dieu dit, il existe tout type de terre. Il existe la terre noire, la terre marron, la terre noire existe. Ma mère avait une plantation sur laquelle, d'où il y avait carrément la terre noire. La terre était sombre, noire et très très sablonneuse. Et donc, il existe la terre rouge. D'ailleurs, tout le monde sait que je suis d'origine bamileke et que chez les bamileke, la terre est tellement rouge qu'elle est argileuse. Et il existe la terre blanche, comme ça, c'est une terre, c'est une terre qui est blanche, et même la terre argileuse. Et donc, avec la terre, Dieu aurait bien pu créer un enfant et mettre dans le ventre d'une femme et faire que l'un soit blanc et que l'autre soit noir. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il le veut et ça se fait. Il n'y a pas à discuter. Il suffit qu'on trouve un chemin et on demande à notre Dieu de bénir et Dieu bénira. Quand les blancs se disent « Ah oui, de toutes les façons, nous sommes des blancs » et il n'y a rien qui les surprend. De nos jours, il faut voir de nombreuses personnes qui passent leur temps à se revendiquer en tant que des blancs, en tant que des occidentaux. Et quand on regarde leur généalogie, on s'en rend compte que, en fait, c'était des noirs avant. C'est la mixité des races. En fait, c'est en se mariant entre eux qui sont devenus des blancs. Et même si au départ, il y a des blancs, tout le monde disait que Caïn, dans la Bible, et qu'il y a certains écrits bibliques qui racontaient que Caïn était plus clair de peau qu'Abel, qui était son frère jumeau, c'est-à-dire les deux premiers enfants de Adam et Ève. Et donc, un jour, j'ai posé la question à Dieu de me dire la vérité. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. S'il y a quelque chose que je dois savoir, dis-moi, je vais porter ce message avec beaucoup de fierté. Il faut que tu me dises si dans le monde, il existe si on a plusieurs ancêtres, les ancêtres des blancs et les ancêtres des noirs. Et Dieu m'a dit non, vous êtes tous et toutes des descendants d'Adam et Ève. Et quand Dieu me disait ça, pour les personnes qui m'ont suivi et qui ont commencé à me croire, il y avait la lumière divine comme ça qui venait sur moi. Et à l'époque, je vivais à Paris dans le 18e arrondissement. J'avais une fenêtre comme ça qui donnait très bien, qui donnait sur rue, mais le ciel était beaucoup plus près. Et j'avais cette lumière comme ça qui venait sur moi. Et à chaque fois, il y avait vraiment cette possibilité de voir comment la manifestation.
divine. Donc, quand je parle de tous ces sujets, il y a des personnes qui peuvent me dire, qui peuvent se dire que je suis en train d'inventer des choses, ainsi de suite. Quand Dieu dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Les blancs sont enterrés comment? Quand ils perdent la vie. Les blancs sont enterrés dans le sol. Et de même, comme tout le monde, comme des noirs, comme des rouges, comme des jaunes, comme tout le monde. Regardez le calaba. On appelle ça le calaba, c'est le kaolin. Je vais ouvrir, je vais vous montrer. En fait, c'est un truc au Cameroun qu'on mange. Hein. C'est une terre qu'on mange. Et c'est une terre. Regardez, j'ai acheté ça parce que de temps en temps, c'est comme une sorte de hanka. Mais ça n'a aucun goût. C'est un peu pâteux. Et on peut manger comme un hanka. Bon, surtout pour les personnes qui veulent perdre du poids. On dit souvent que la plupart des personnes qui mangent du kaolin, en fait, c'est de l'argile. Voilà, c'est l'argile blanche. C'est-à-dire que l'argile blanche est obtenue à partir, exactement, l'argile blanche est obtenue à partir de cette pierre-là. Et nous savons que dans les variétés d'argile blanche, on trouve souvent des argiles blanches qui sont très, très poussées, voire même rosées. Quand on regarde le sel, par exemple, le sel est produit partout dans le monde. Dieu dit que son alliance est sel. Le monde entier mange du sel. Or, nous savons que le sel de l'Himalaya, c'est un sel qui a une autre couleur, qui est d'une couleur rose. Vous voyez, ça c'est une réalité que nous devons mettre en évidence et nous dire que Dieu est capable de tout. Il n'y a rien sur terre que Dieu ne puisse faire. Vous allez dire que les poissons de la mer, il y a des poissons qui vont se raciser parce que si, parce que ça. Regardez la portée d'un animal domestique. Quand l'animal met ses enfants au monde, vous voyez souvent certains qui sont tellement différents d'autres. C'est bien que vous aurez pu vous dire, mais si on n'était pas présent, au moment où elle mettait bas, on aurait pu croire que cet enfant vient d'ailleurs. Rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je veux dire la vérité, moi je ne vous invite pas à accepter ce que je dis, mais je vous invite à protéger vos peuples. Parce que comme j'ai dit ça, vous avez l'impression qu'on vous prive de quelque chose. Mais prenez les bonnes décisions pour pouvoir protéger vos peuples, parce que plus vous allez être des gens intègres, plus vous allez protéger vos peuples. Et quand je vous dis ça, c'est la vérité. Parce que n'importe qui a la responsabilité d'être quelqu'un de droit dans la société pour pouvoir protéger son peuple afin de ne pas appeler sur lui toutes sortes de calamités. Parce que Dieu, lui, s'il trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, il répond au monde. Un jour, il m'a dit, puisqu'ils me disent qu'ils ont un autre Dieu, je vais les inviter à partir appeler ce Dieu-là pour qu'ils viennent me rendre des comptes. Car le monde est à moi, la terre est à moi, et tout ce qui s'y meut m'appartient. Et il dit, je suis Yahvé votre Dieu, qui vous ai fait. J'ai créé le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y meut, tout est à moi. Les animaux des champs, si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. Le ciel, c'est mon sanctuaire. Et la terre, c'est mon marchepied. Et quand je vous dis souvent que j'avais vu un buste magnifique au ciel, c'est vrai. Et je vous rassure que j'étais tellement fan de ce buste. C'est-à-dire que quand j'avais vu ce buste dans le ciel, le regard que ce buste a posé sur moi, je peux vous confirmer que aucun être humain ne m'avait jamais regardé avec autant d'attention. Et je doutais. J'ai rencontré une femme qui a réincarné, qui était morte, elle est partie au paradis. Et elle me dit qu'elle avait croisé un monsieur, c'est une femme blanche, hein, et moi je suis noire. Elle avait croisé un monsieur qui avait posé un regard sur elle. Et ce regard était tellement, elle dit quand ce regard se pose sur toi, tu as l'impression que tu es la personne la plus aimée qui n'ait jamais existé. Et c'était la même chose que j'ai ressenti. Je me suis sentie aimée par le ciel. Je me suis sentie, j'ai senti que, j'ai eu l'impression que je sautais, que je sautillais comme les mots qui sortent de ma tête. J'ai eu cette impression que je me bousculais comme ça pour trouver une place tellement j'étais heureuse. Alors je contemplais ce buste et je vous rassure, on en finit par tomber amoureux. Parce qu'on n'a jamais vu une beauté aussi incroyable. Et donc, ce qui se passe, c'est que quelques jours après, que je pense, j'arrêtais pas de penser à ce buste. Quand je dis tomber amoureux, n'exagérons pas, c'est un peu trop dire. Mais c'est une façon de vous expliquer à quel point on peut être
on est captivé par ce buste qui nous voit. Et donc, j'arrêtais pas de penser à ce buste, à ce buste d'homme qui était tellement pur, incandescent de lumière, d'une pureté, d'un amour incroyable. Et quelque temps après, je crois que ce buste a voulu arranger quelque chose avec moi. Et donc, j'ai fait des rêves. Je voyais les jambes longues comme ça du ciel. Alors, quand on dit les jambes, en fait, les jambes quittaient du ciel et ça posait sur la terre. En fait, presque sur la terre. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu les deux jambes de la personne qui venait me dire « Ne pense plus à ce buste ». Et donc, en fait, une partie de l'image de ce buste a été effacée de ma tête parce que j'étais devenue complètement un peu omnibulée. Je pense que vous avez appris à me connaître. Je suis une personne obstinée. Quand j'ai une idée en tête et qu'elle me semble juste, en fait, je me bats jusqu'au bout pour me faire comprendre. Et donc, j'ai commencé à... Je cherchais à comprendre, des questions, ainsi de suite. J'ai vu un tas d'autres choses, un tas d'autres images dans le ciel. Mais je peux simplement vous dire que moi, je ne cherche pas à ce que vous deveniez des gens qui doivent absolument me suivre. Mais je vous invite à ne plus être des entêtés, à ne plus être des gens qui pensaient que vous avez la capacité de tout connaître, de tout savoir, de tout maîtriser, de pouvoir tout organiser, de tout contrôler. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut qu'à un moment donné, que vous ayez cette force d'esprit d'admettre la réalité, d'accepter la réalité pour pouvoir évoluer. Si vous n'acceptez pas la réalité, vous ne pouvez pas évoluer et surtout protéger vos peuples. C'est ultra important. Ce mot de protection, plus vous êtes des gens intègres et plus vous protégerez vos peuples. Nos aïeux ont vécu sans grande calamité, excepté les dominations diverses. Tout simplement pourquoi? Mais parce qu'ils étaient parvenus à mettre Dieu au cœur de leur vie. Tous les grands temples, les grands sanctuaires, les grandes églises, les grandes mosquées, ainsi de suite, n'ont pas été construites sur notre ère. Ce sont des architectures antiques que nous avons conservées jusqu'à aujourd'hui. Ça prouve l'ampleur de la religion à l'époque. C'est-à-dire que la religion a toujours porté le monde, et d'ailleurs en Occident, où on trouve la plupart des églises. Il y a encore plus des églises en Occident. Quand on parle des églises, on parle des grandes églises en Occident que partout ailleurs. Il faut regarder l'architecture. Ce sont des architectures de référence à travers le monde. Donc, il faut arrêter, il faut que les donneurs de leçons arrêtent de nous faire penser que nous devrions absolument faire ce qu'elles nous demandent de faire et les suivre sur leur chemin qui, en réalité, n'est pas forcément le bon. Donc, moi, je vous invite à comprendre le bien fondé de la préservation, de l'élévation du soi. Tu ne peux pas vivre en te rabaissant dans la société et espérer que d'autres vont t'élever. C'est pas possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, par exemple, moi je prends l'exemple sur moi. Si tout le monde se conduisait comme moi, c'est que dans ce monde, on aura du soleil tous les jours, on aura de la pluie quand il le faut, et nos terres n'auront aucun problème, et nous serons tous des personnes joyeuses, avec nos problèmes, avec nos difficultés, et quelquefois nos petites zizanies qui s'arrangent, et tout. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier du tout. Je n'aime pas la rancune. Je peux me fâcher des gens. Si j'arrive vraiment, vraiment à me fâcher jusqu'à prendre une position, c'est que vraiment, aucune personne ne pouvait supporter. Moi, je suis une personne qui pardonne, qui sait pardonner, qui sait passer sur des choses. Mais on dit souvent que quand c'est trop et on ne peut pas faire autrement. Alors, il faut absolument avancer. Et c'est ça la réalité. C'est comme ça que moi, je réagis dans ma vie. Donc, si je vous apporte ces éclaircissements, vous pourrez à un moment donné me dire, oui, elle parle du racisme volontaire. Oui, ces divisions-là, aussi une grande profondeur, une grande partie du racisme est due
des divisions du monde est portée par le racisme volontaire. Moi, je me souviens de Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, quand il a été nommé ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui a une culture éducative, qui est un enseignant renommé, reconnu dans le monde, en fait, Pape Ndiaye était tellement racisé, insulté, dénigré, si bien que il a quitté le gouvernement. Et disons que, avec tout le travail qu'il avait fait, personne n'a jamais cité le travail que Pape Ndiaye a mis en place avant. Je ne parle pas du gouvernement, mais je parle d'une vision. Le monde aujourd'hui est tellement distribué et partagé, c'est bien qu'on ne peut pas nous permettre certains écarts. Quand on parle des mélanges des races aujourd'hui, moi je parie une chose. Quand vous regardez par exemple prenons le cas de Janet Jackson, qui s'est marié avec je crois que c'était un monsieur des Émirats arabes. Je ne connais pas de quel pays il était, d'où il venait, mais elle s'est mariée avec lui. Et je ne sais pas s'ils ont vécu ensemble, mais je crois qu'ils se sont mariés. Je crois religieusement, parce qu'à un moment donné, elle était devenue même musulmane. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, en grandissant, il suffit qu'il change de milieu pour ne plus se sentir concerné par les deux races. Et il deviendra, excusez-moi quand je prends les exemples sur vos enfants, parce que ce sont des références, et quand vous êtes des personnes connues, malheureusement, en fait, c'est pas malheureusement, heureusement que vous êtes là, et que je peux prendre vos enfants en exemple pour essayer d'alerter les gens sur la ségrégation, sur le racisme, sur les divisions. Parce que ce sont des sujets cruciaux que pour avancer dans le monde, il faut vraiment réparer. On voit certaines personnes qui vont dans le monde, qui vont devoir regarder sur un cliché. Le noir va rester là, le blanc va rester là, ou bien le blanc va rester là, le noir va rester là, ainsi de suite. Celui qui est arabe doit rester de l'autre côté. C'est du grand vent tout ça. Il n'y a pas de spontanéité. On vit dans une sorte d'esclavage. Donc comme je parlais du fils de Janet Jackson, et merci pour la référence. En effet, quand on regarde son fils, qui est un mélange de noir américain et arabe, en fait, on peut tout simplement découvrir que cet enfant, en grandissant, peut devenir aussi raciste d'un camp ou d'un autre. Or, c'est ce qu'il ne faut pas. Nous devons enseigner dans le monde la tolérance. Quand on dit ça, il y a des gens qui disent « Oui, c'est parce qu'ils se sentent victimes. » Moi, je n'ai pas peur. Moi, personnellement, Karine, je n'ai aucune peur. Les racistes, c'est leur problème. Moi, personnellement, moi, je crois en Dieu et j'ai confiance en Dieu. Et je sais très bien que le travail que je fais, c'est un travail de fond. Et je connais l'ampleur du travail que j'ai fait à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, font semblant de faire comme si moi, je ne savais pas le travail que j'ai fait. Mais je vois mes œuvres tous les jours évoluer et je dis merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce travail, et je les invite, peu importe nos différends, de continuer à le faire, parce que ce n'est pas pour moi seulement, parce que déjà ce n'est pas pour moi, mais c'est aussi pour leur peuple afin de les élever. De nombreuses personnes savent qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si par exemple les intempéries s'arrêtaient, tout le monde devait être content. On devait être content de retrouver un monde beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, et ça devait profiter aux uns, aux unes et aux autres. Et nous pouvions vivre maintenant en construisant l'avenir. Mais pour construire l'avenir, il faut que ceux qui sont contre Dieu arrêtent d'être contre Dieu et arrêtent des mauvaises pratiques au sein de nous pour que nous puissions avancer. Je vous rassure, bon, il y a des gens qui disent, oui, le révérend Martin Luther King disait qu'il avait des rêves, il n'a pas réussi. J'avais fait une vidéo pour dire que le révérend Martin Luther King a réussi. Il avait réussi. Parce que compte tenu du contexte politico-social que rencontraient les États-Unis d'Amérique, où le racisme était tellement important, le révérend Martin Luther King s'est levé pour dire non au racisme. Et il a réussi. Il est parvenu à casser les barrières du racisme et son rêve s'est réalisé. Donc quand on regarde aujourd'hui des gens qui sont les premiers à se cacher, qui sont les premières à se cacher derrière les réseaux sociaux pour rire du révérend Martin Luther King, on va leur dire une chose, que quand on voit que le président Obama, qui est devenu le 44e président des États-Unis d'Amérique,
c'était pour une raison quelconque. Ça, c'est un rêve porté par le révérend Martin Luther King. Eh bien, moi, que je continue de saluer et que son nom règne dans le ciel auprès de notre Dieu. Quand on regarde aujourd'hui des gens qui travaillent ensemble, par exemple, le président Joe Biden, qui a fait 2 mandats, qui a travaillé avec le président Barack Obama sous ces 2 mandats, et après, lui-même en a fait un autre. Et en travaillant avec qui? En travaillant avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Kamala Harris, c'est la réponse au travail que ceux et celles qui se moquent, qui sont cachés dans leur coin en train de créer un monde racial, un monde de la division, un monde de la ségrégation, un monde de la torture, se rappellent que Madame Harris, si elle a réussi à être vice-présidente, c'est aussi le travail du révérend Martin Luther King et que son conjoint a bénéficié de tous les bienfaits de cette vice-présidence. C'est aussi parce que le révérend Martin Luther King, à un moment donné, s'était levé et il a dit non au racisme. Parce que le racisme n'a pas sa place dans le monde. Le racisme n'a pas sa place dans le monde. Et quand on regarde les travaux qui ont été faits, d'aucuns vont nous dire « Ah oui, il faut ségréger. » Ça, c'est le nouveau projet. Il faut remettre les Noirs en esclavage. Ils pensent si bas, je le sais. Eh bien, moi, je dis haut. Alors moi, je leur dis que ce n'est pas un bon conseil. Je leur dis que non, ce n'est pas une bonne prise de décision. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien du tout. Dieu a visité le monde. Maintenant, il connaît chaque peuple. Maintenant, il connaît chaque personne. Et quand on regarde des femmes de grandes valeurs, par exemple comme Rosa Parks, on se dit que si ces femmes ne s'étaient pas levées, pour dire, en fait, ne s'étaient pas assises, elle ne s'est pas levée, mais ne s'étaient pas assises pour refuser l'ignominie, on en serait encore là. Et c'est pour ça que moi, Karine, je ne vous induirai jamais en erreur. Parce que moi, tout ce que je veux pour vous, c'est ce qui est bien, et c'est ce qui peut vous porter et vous élever encore, et puis encore. Et c'est pour cette raison que j'insiste auprès de tous ces organismes qui ont fait du racisme leur leitmotiv, qui ont fait de la destruction de l'autre leur sujet de discussion et qui tous les jours créent des problèmes pour détruire, pour diviser le monde. Donc moi, Karine, je vais leur dire que c'est juste impossible de vivre de cette façon. Moi, je ne peux pas vous parler de moi. J'ai vécu le plus grand racisme de ma vie ici en France il y a 7 ans. J'ai été racisée. Quand je dis racisée, c'est-à-dire que, vous voyez, je vous dis que ça fait 20 ans que je vis en France. Je n'avais jamais subi le racisme. Mais il y a 7 ans, j'ai connu ce que c'était que le racisme. Je me suis sentie noire pour la première fois. Je peux vous dire que quand vous me voyez, naturellement, j'ai été, quand moi j'étais en Afrique, j'ai rencontré de très grandes personnalités. J'ai interviewé des ministres, des ambassadeurs, des grands directeurs de société, ainsi de suite, des grands patrons de grandes boîtes. J'avais une carte professionnelle qui me permettait d'entrer dans n'importe quel endroit et même de pouvoir me rendre à la présidence. Et donc, je suis une personne qui suis à l'aise aux endroits où je pars et donc j'ai l'impression d'avoir la possibilité de parler, de dire quelque chose. Mais regardez, il y a 7 ans, je me suis sentie noire pour la première fois. C'est-à-dire qu'en général, quand j'entre dans un bureau, je vais vous expliquer ça pour dire que quand j'entre dans un bureau, je ne me vois jamais comme étant noire. Je ne vois pas ma couleur. Je vois juste, c'est moi et en face de moi, il y a des gens. D'autant plus que j'ai un fils métis, donc vous pouvez imaginer à quel point moi, Karine, le racisme pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Mais figurez-vous que j'ai vécu le plus grand racisme de toute ma vie. Et c'était un peu surprenant. C'était très surprenant quand même. C'est-à-dire que j'ai été bafouée, insultée de tout, traitée de toutes sortes de noms. Moi qui suis toujours la personne qui arrivait au travail en premier et qui partait du travail en dernier parce que j'avais envie et qui revenait le lendemain, ainsi de suite tous les autres jours, pareil. Et vous imaginez que moi j'ai été traitée de toutes sortes de noms
Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la limite. Et ça, c'est une chose que vraiment qui m'écoeure. Et que je conseille à n'importe quel homme, n'importe quelle femme de pouvoir adopter ce comportement. Ce n'est pas parce que que quelqu'un entre dans votre vie ou que vous entrez dans la vie de la personne que vous allez piétiner les limites de son intimité. Ce qu'une personne ne vous dit pas, alors gardez ça pour vous. Et ce qu'une personne vous dit, alors vous pouvez l'utiliser. Et sincèrement, pour tout vous dire, je me suis sentie vraiment, vraiment racisée. Et c'est là la difficulté. J'étais en train de parler de toutes ces barrières qui créent le racisme dans le monde. Vous voyez, moi j'ai vécu avec un monsieur qui était très beau. C'est un Français, un Gaulois, un pur Gaulois. Sa maman, avec un nom, elle portait un nom de la semaine. De la semaine, c'est-à-dire que de la semaine. Je ne vais pas citer, paix à son âme, elle ne vit plus maintenant. C'est une femme adorable qui m'aimait beaucoup. Et sa maman, elle portait un nom d'un jour de la semaine. Et lui, il s'appelait comme un Camerounais. Alors, si ce sont, par exemple, si c'est un Camerounais du Sud, on va dire que de par la fréquentation avec des personnes blanches, en fait, il y a eu une transmission de nom. Non, c'est un Camerounais. Ce sont des Camerounais, des Africains. C'est un peuple africain qui vit dans le nord du Cameroun, et ce sont majoritairement des musulmans. Par exemple, il y a un qui était dans le gouvernement du président Paul Biya, qui s'appelait Bello Bouba Margari. Et quand on voit les Bello, par exemple, prenons le nom Bello, prenons Bello. Quand on regarde les Bello, par exemple, les Bello sont partout en Afrique. Or, en Europe, on peut rencontrer un Bello qui est un Gaulois. Quand on dit Gaulois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lui, dans sa tête, n'a jamais imaginé que son nom peut représenter quelque chose. Mais pourtant, il s'appelle Bello. Et on comprend Bello Bouba Margaré, et lui, quand il se dit, ah, il y a un blanc qui s'appelle Bello, personne ne se pose la question parce que finalement, les gens s'en fichent. Les gens n'ont pas besoin de ça. Vous savez que les racistes créent tellement les divisions, si bien qu'elles en deviennent, ils et elles en deviennent malades. Je connais le mal, je connais toutes ces personnes qui mettent en place toutes sortes de destructions. Dès qu'ils voient un noir évoluer, en fait, ils mettent en place tout un système de destruction pour désociabiliser les personnes noires, de façon à ce que ces personnes deviennent de plus en plus malheureuses. Et quand les noirs sont malheureux, en fait, ils sont contents. C'est comme moi, je n'arrive pas à fermer un compte bancaire depuis des années. Je paye souvent des agios pour des découvertes que je ne faisais pas. Depuis que j'ai arrêté ces découvertes, bien sûr que je paye des agios, mais les agios sont beaucoup plus maîtrisés qu'avant. Et on m'a supprimé mon accès par Internet sur mon compte bancaire, pour accéder à mon compte bancaire. En fait, je traverse des choses comme ça en permanence. Et donc, je peux vous dire que les racistes, en fait, dans leur tête, ce sont des personnes qui sont malades. Ce sont des personnes maladives. Le racisme, elles ont tellement fabriqué le racisme et ça les a tellement détruits, si bien que ce sont des gens qui n'aiment pas voir une personne évoluer, même dans leur propre camp. Quand ces gens voient des gens évoluer, en fait, elles deviennent des personnes jalouses. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Donc, parfois, on se bat pour nous défendre parce qu'on a simplement envie de traverser certaines barrières et de faire croire aux gens qu'on n'est pas ce que d'autres pensent. Moi, par exemple, je vois vos messages de soutien et je vous remercie beaucoup. Mais je vous rassure que si je pouvais fermer ma porte, comme tous les citoyens du monde, et sortir de chez moi, ce que je vous rassure, c'est que je ne manque de rien. Parce que figurez-vous que moi, je sais parler. Je sais parler. J'ai été commerciale. La meilleure commerciale dans toutes les enseignes où j'ai travaillé. Vous pouvez imaginer, j'ai été directrice de magasin. Et quand on dit directrice de magasin, c'est pas que j'ai été directrice de magasin d'un magasin ou de quelques mètres carrés dans lesquels je vendais des chaussures. Non, pas du tout. Des grands magasins. Et j'ai été non seulement meilleure commerciale, mais meilleure directeur de magasin sur toute une chaîne de magasins. Et un des magasins où je gérais,
800 mètres, faisait 800 mètres carrés sans compter la réserve. Je ne sais pas si vous comprenez. 800 mètres carrés sans compter la réserve. Et donc, j'ai géré ce magasin. J'étais non seulement meilleure commerciale, et j'étais également... D'ailleurs, ce groupe, c'est Poltron et Sofa. Je faisais partie d'une des premières personnes qu'on a engagées à Poltron et Sofa. Quand Poltron et Sofa a commencé à se développer en France, j'ai tenu leur magasin du 78, donc les sous-bois, et j'ai également tenu leur magasin de Pierrelet. Et donc, là-bas, à Pierrelet, c'est moi qui ai fait l'ouverture du magasin, c'est moi qui étais la référente du magasin, jusqu'à ce que, voilà, une fois de plus, qu'on me détrône pour donner le magasin à une personne qui n'a pas su faire émerger le magasin jusqu'à ce que je parte et qu'un jour je revienne dans ce magasin pour retravailler dans ce magasin et pour faire émerger le chiffre d'affaires. J'ai quitté ce magasin, je suis allée dans celui de Rony. Et dans celui de Rony, dans ce magasin qui était un magasin situé dans un centre de profit, dans un centre commercial, en fait, grâce à moi, en fait, on a dépassé tous les chiffres d'affaires qui avaient été faits précédemment, sans une grande pub à la télé, ainsi de suite. Donc, j'ai quitté ce groupe, j'ai travaillé pour le groupe Inside 75 à Paris. Quand j'étais arrivée dans ce groupe, à Inside, quand ils faisaient un chiffre d'affaires, par exemple, de 7 000 €, ils étaient contents. Mais moi, je leur disais, mais c'est pas un chiffre d'affaires, ça. On ne peut pas se contenter d'un chiffre d'affaires comme celui-là. Le chiffre d'affaires a bondi. On faisait des chiffres d'affaires par jour d'une vingtaine, trentaine de mille euros. Et j'avais mon expert patron qui me disait, ce sont des chiffres miraculeux. Ben non, ce n'était pas des chiffres miraculeux, c'était des chiffres de travail parce que je connais mon travail quand je le fais. Il avait confiance en moi. Quand il voyageait, il partait dans ses déplacements en Chine. Il me laissait la responsabilité de sa boutique parce qu'il savait que j'étais quelqu'un de sérieux. J'ai quitté sa maison, j'ai travaillé dans son magasin, j'ai travaillé dans la chaîne du groupe, la maison convertible. En fait, la maison du convertible. À l'époque, on appelait comme ça, je ne sais pas, je pense qu'ils ont changé de nom. Je ne sais plus trop bien comment ils appellent. Et j'ai travaillé là, et tous les magasins que j'ai faits, j'ai été presque la meilleure commerciale. Bon, j'ai rencontré un ténor qui m'a battue et que j'ai appris, et que de qui j'ai appris le travail, et que je lui ai arraché un client un jour, et il est resté le client de ma vie. C'est-à-dire que chaque fois que j'y pense, je me dis, si je lui ai arraché un client, ça veut dire que je suis capable de le battre sur un terrain. En fait, bref, c'est un peu utopique, mais bon, c'est comme ça. Non, sans blague. J'ai quitté ce groupe, j'ai travaillé dans un magasin qu'ils avaient acheté, et un magasin qui n'avait jamais fonctionné. Ils venaient d'acheter un groupe... un groupe qui déposait une petite affaire des personnes qui déposaient le bilan, je vais dire ça comme ça. Moi, j'avais envie de changer de poste, donc j'ai demandé à changer de poste. On m'a envoyé dans ce magasin. Première année, j'ai fait un chiffre d'affaires de plus de 3 500 000 €. Rien que pendant les soldes du mois de juillet, j'avais fait presque 500 000 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je suis une fainéante et que je ne veuille pas travailler. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce que ça veut dire, sans compter que moi-même, avant d'accéder à tous ces postes, j'ai monté moi-même mon propre magasin. J'ai monté moi-même mon propre magasin que j'avais nommé Litry Angel, où j'ai créé le concept du magasin, parce que quand j'avais pris ce magasin était une sorte d'entrepôt. J'ai monté du magasin, j'ai créé le magasin, j'ai créé le concept, j'ai cherché mes propres fournisseurs et j'ai mis en place mon magasin. C'est un problème d'accès qui m'a fait fermer ce magasin, et c'est pour ça que j'étais venue sur Paris, sinon je restais en province. Mais au-delà de ça, avant, je vendais des camions en Afrique. Je vendais des camions en Afrique. Donc, en fait, on achetait des camions en France, dans les ventes aux enchères, aux endroits où on voyait, et on partait, on passait par le fret pour partir vendre quand je dis camions, c'était des voitures, hein, c'était un mélange avec des accessoires. On pouvait mettre dans des camions des IAS, en fait, toutes sortes de tout ce qu'on voyait, et j'amenais en Afrique pour les vendre. Je ne suis pas quand même la fainéante du siècle. Je ne suis quand même pas celle qui n'a jamais rien fait du tout. En Afrique, j'animais 3 émissions à la radio, à une chaîne nationale.
Je présentais mon émission d'actualité politique internationale avec mon collaborateur avec qui je travaillais. J'animais mon émission que j'ai créé le concept, mis en place et cherché mes propres clients qui était intitulé La publicité en direct pour lequel j'ai eu un grand succès. Et je travaillais pour, pour l'attaché de presse d'un ancien président au Niger qui un jour entend ma voix à la radio, à sa radio, et appelle la radio pour demander mais qui est à l'antenne? On lui a dit c'est Karine Aripel. Elle a dit passez-moi Karine Aripel. Je l'ai eu en pleine antenne ou quand vous dit attaché de presse du président de la République, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe qui. Ou elle m'a appelé pour me dire Karine je te remercie, c'est incroyable le travail que tu fais. Alors que je